Donc maintenant, on pourrait aborder sur le bilan de l'année 2017 la question, on va dire, des médias et de la censure, notamment en France. On a vu que voilà, tout ce qui est opinion conservatrice commence à être sous les feux de la censure, notamment d'Internet. Est-ce que vous pensez, vers quoi on va aller? Est-ce que c'est possible pour le système de maîtriser l'opinion contestataire Maîtriser Internet, à mon avis, c'est quasiment, à moins de le couper, encore une fois, c'est la Corée du Nord. Donc c'est impossible. La question, c'est quel est le poids, en tout cas à l'heure actuelle, d'Internet. Les élections présidentielles françaises ont montré que quand vous tenez les grands médias, vous gagnez les élections. Donc, y compris en faisant sortir un candidat du chapeau moins d'un an avant. Finalement, si derrière vous avez tous les relais médiatiques nécessaires, vous gagnez les élections, quel que soit, même si le candidat adverse domine l'Internet. Donc voilà, donc, je pense que le souci principal aujourd'hui de la gauche, puisqu'il faut quand même appeler un chat, nous sommes dans un gouvernement de gauche, c'est de maintenir cette domination totale sur les médias qui existe depuis, qui a vraiment pris toute sa force depuis, je pense, les années Giscard-Mitterrand. Voilà. De manière plus générale, je dirais que Emmanuel Macron est un peu le Gorbatchev du parti unique, justement de ce parti unique qui règne. C'est-à-dire qu'il est là pour sauver, le système, et surtout ce système qui permet le recyclage systématique de tous les hommes politiques validés par le système, quelle que soit leur soi-disant obédience politique. On le voit très bien dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, donc Le Maire, Darmanin, ils sont passés d'un camp à l'autre sans absolument aucun problème. Robert Hue soutient également Emmanuel Macron, Madeleine également. Harlem Désir a trouvé une très belle reconversion à l'OSCE, et finalement tous ces gens, Moscovici qui s'est fait récemment allumer par la presse allemande pour sa paresse et son incompétence, finalement lui a retrouvé à se reconvertir, et donc finalement on est vraiment dans la situation du Parti communiste du RSS dans les années 80, c'est-à-dire une espèce de masse d'incompétence, de paresse privilégiée. On a également le ministre de la Défense, qui est un parfait exemple de ce clan privilégié, et finalement qui se garde les places entre elles. Et je pense que Emmanuel Macron, c'est surtout ça, c'est sauver le parti unique, comme Gorbatchev a essayé de le faire, c'est-à-dire essayer de réformer. Gorbatchev voulait réformer l'URSS sans toucher au Parti communiste. Ce à quoi l'a contraint au lendemain du coup d'État manqué, finalement Boris Yeltsin, qui l'a humilié publiquement en lui faisant valider l'interdiction du Parti communiste. Et je pense qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est notre Gorbatchev à nous, c'est-à-dire qu'il doit sauver le Parti unique. Pour sauver le Parti unique, il faut continuer à contrôler les grands médias. Et ça concerne essentiellement que les grands médias à mon avis, parce que, encore une fois, vous fermez Facebook, il y avait Contact, le Facebook russe, il y a l'équivalent chinois, donc finalement il y aura toujours des moyens. Internet, c'est une porte qui ouvre vers la liberté que le régime socialiste dans lequel nous vivons aura du mal à contenir. Mais à mon avis, c'est pas tant un problème pour ça. Le problème aujourd'hui, à mon avis, principal pour Emmanuel Macron, c'est Russia Today. Notamment, on a vu dans les émeutes du 31 décembre, toute la presse, moi je voyais ça depuis Moscou, c'était extraordinaire. Les titres des journaux français, c'était Emmanuel Macron va prononcer ses vœux dans une situation idéale, avec un avenir, un homme qui chante. Ça fait 18 ans que je vis en Russie, je n'ai jamais vu ça, c'était extraordinaire. Et en revanche, je pense qu'à l'époque de l'URSS, on pouvait assister à des choses comme ça. Et donc dans cette atmosphère idyllique, merveilleuse, donc il fait des vœux où on nous explique que demain on va raser gratis et que tout ira bien, voilà, parce que c'est la pensée printemps, c'est la prolongation de la pensée printemps finalement, prolongement pardon de la pensée printemps, et finalement bing, les émeutes et qui sortent parce que finalement c'est Russia Today France qui
qui se fait écho des vidéos qui sont filmées par les racailles qui agressent des policiers en plus. Hein. Donc ça, je pense que ça a motivé les... Même scénario que l'an dernier avec Merkel en Allemagne. Exactement. Et je pense que ça a motivé notamment les déclarations extrêmement agressives, une nouvelle fois, d'Emmanuel Macron contre la presse, en sous-entendant clairement Russia Today, c'est que finalement, Russia Today lui a gâché son 1er janvier. Voilà. En étalant sur la place publique, eh bien, ce qui se passe, c'est-à-dire que il est toujours, le ministère de l'Intérieur est toujours tenu en échec, comme l'était celui de son prédécesseur, hein, de François Hollande, est toujours tenu en échec par les racailles, et que la France est un État avec des centaines, si on en croit Xavier Hofer, de zones de non-droit. Donc voilà. Et ça, il est évident que pas plus que les chaînes d'infos américaines, les chaînes d'infos françaises et même les chaînes généralistes n'ont envie de perdre ce monopole de l'information qu'ils avaient. Et d'ailleurs, on sent bien la fébrilité des journalistes français vis-à-vis de ça. Et je pense, un peu pour finir cette question justement de la censure, je pense que là aussi, on en revient aussi à un fondement de la gauche. C'est-à-dire que pour la droite, la liberté d'expression passe par le débat. C'est-à-dire que ce qui garantit la liberté d'expression, c'est le fait que des gens qui ont des avis contraires, même si d'ailleurs une partie de ces gens sont minoritaires dans le paysage politique, eh bien, on peut s'affronter dans des débats à 1 contre 1 ou à 2 contre 2. Voilà. Ça, je dirais, c'est la vision de droite de la liberté d'expression. Pour la gauche, et ça, c'est l'héritage révolutionnaire français, c'est l'héritage bolchevique, c'est l'héritage ce qu'on veut. La liberté d'expression passe par un comité idoine qui va désigner ceux qui sont dignes d'avoir la parole. Et encore une fois, je pense que s'il y a une rupture, notamment entre la France et la gauche, et qui prouve bien qu'Emmanuel Macron est un homme de gauche, et je dirais même de gauche radicale, on le voit dans le domaine sociétal, là on le voit dans le domaine de la liberté d'expression, on le voit dans le domaine économique où on est en train de battre des records de prélèvements obligatoires, de part de la dépense publique dans le PIB. Finalement, avec un visage jeune, c'est notre Gorbatchev. Finalement, il est en train de nous réchauffer le socialisme, le régime socialiste dans lequel on vit depuis 40 ans. Il est en train de nous le réchauffer avec des habits neufs. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la France, avec un endettement qui est quasiment à 100% de son PIB, avec une crise migratoire, avec une crise d'identité, telle qu'elle est aujourd'hui, avec un risque même, peut-être pas encore vital, mais qui peut le devenir, à mon avis, Macron ne réussira pas plus que Gorbatchev à sauver le régime qu'il est là justement pour essayer de maintenir. Alors justement, Macron, vous dites qu'il est socialiste, mais pourtant il tient un discours quand même, en tout cas dans les termes, qui se veut très libéral, en tout cas presque darwiniste, avec cette question des gens qui ne sont rien, ceux qui réussissent. Il y a quand même cet aspect-là, quoi. Alors est-ce que c'est juste du discours, et dans les faits, en fait, il est toujours dans le logiciel De toute manière, le discours darwiniste est un discours de gauche. Vous lisez la biographie de Sebag. C'est un discours aussi libéral. Oui, le libéralisme est aussi une idéologie de gauche à la base. La disparition des frontières, c'est du marxisme aussi. Donc oui. c'est pas une spécificité du libéralisme. Moi, je crois au paléo-libéralisme de Charles Gave, c'est-à-dire, je pense que de la liberté naît la prospérité et l'innovation. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abolir les frontières. Je crois l'éloge de la frontière est une bonne chose. Je pense surtout qu'en matière d'économie, il faut pas être dogmatique. Si votre pays est désindustrialisé, il faut effectivement contrôler ses frontières, avoir une monnaie faible pour pouvoir se réindustrialiser. Si votre pays est surindustrialisé, il faut exiger l'abaissement des frontières pour pouvoir vendre ces produits partout dans le monde. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de raison. Enfin, c'est pas une question d'idéologie. Le problème fondamental, effectivement, c'est cette vision darwiniste. Et le darwinisme est une pensée de gauche. Le darwinisme, par exemple, c'est très bien rappelé dans le bouquin, très bonne biographie de Stéphane Courtois, l'influence du darwinisme sur les révolutionnaires, les anarchistes russes du 19e siècle. Hitler est sans arrêt en référence à Darwin. Seuls les meilleurs vont survivre. Donc
autant se débarrasser des... Voilà. Staline, si on en croit ses bagues Montefiore, perd la foi en lisant le discours sur l'origine des espèces de Darwin. Donc cette idée que effectivement seuls les meilleurs survivent, c'est un discours fondamentalement de gauche, complètement inhumain, qui ne m'étonne pas dans la bouche d'Emmanuel Macron, et qui n'en fait pas un homme de droite, au contraire, ça en fait un homme de gauche, même encore une fois de gauche dur. Et de toute manière, le problème de la France, je dirais, même si le code du travail est un truc ingérable, enfin c'est complètement devenu complètement absurde, le problème c'est que j'ai vécu notamment avant 2008 en Russie, dans un pays où on était à un taux de chômage quasiment incompressible, et où les gens, même la dernière des secrétaires, avaient des exigences salariales énormes, et pourtant vous êtes obligé de lui donner. Pourquoi? Quand une économie fonctionne, c'est pas les patrons qui mettent la pression sur les ouvriers, les employés n'ont pas besoin de syndicats pour mettre la pression sur les patrons. Ils viennent vous voir et vous disent si jamais vous n'augmentez pas mon salaire, je pars en face. Parce qu'on est dans une économie qui fonctionne, et donc c'est lui qui vous fait chanter. Et je suis dans le domaine de l'informatique, en Russie, qui est un domaine en pleine explosion, je peux vous dire que c'est ce que je vis. Moi, en tant que patron, je perds, mais c'est mes employés qui viennent me voir en me demandant des exigences salariales, etc., que je peux suivre ou ne pas suivre, mais voilà ce qui fait ce qui libère vraiment, les ouvriers et les employés, c'est une économie qui fonctionne. Donc, la France est une économie socialiste qui ne fonctionne pas, et en plus, on envoie un message vis-à-vis des Français en disant que les Français ne veulent pas travailler, et la seule garantie, même si c'est une garantie qui ne garantit de rien, qui est le code du travail, au moins de manière mythique c'est présenté comme ça, on l'attaque. Au lieu de commencer immédiatement par le plus important, c'est-à-dire la dépense publique. On baisse la dépense publique, et on va pouvoir relancer les entreprises. Pour moi, c'est mon côté... Encore une fois, je suis un disciple de Charles Gave, pas sur tous les points de vue, mais je me considère comme un paléolibéral. C'est la liberté d'entreprendre, c'est la diminution de l'État dans les domaines non régaliens, c'est le fait que l'État se concentre sur son devoir de régulation. L'État doit réguler les banques, pas les posséder, à mon avis. C'est ça qui est la clé et surtout fournir un cadre juridique qui est le même pour tous les acteurs économiques, voilà, y compris pour l'État. Avec, bien sûr, en conservant à l'État ses prérogatives dans tout ce qui est stratégique, l'énergie, le militaire, etc., ça ne me pose aucun problème. Voilà. Donc je pense que le gouvernement Macron fait fausse route. Il s'attaque finalement aux gens les plus vulnérables sans envoyer les messages clairs. Et d'ailleurs, pour avoir parlé avec des entrepreneurs français dans l'ouest de la France il n'y a pas longtemps, personne n'est content des réformes qui ont été prises par Emmanuel Macron. Et le résultat est là, c'est qu'au bout d'un an de Macron, on a plus de prélèvements obligatoires, la part de l'État dans les dépenses publiques n'a pas diminué, et finalement on n'en voit pas le bout. Mais maintenant, bon, il y a toujours ce monopole donc, de la communication, donc, qui est un peu entaillé par Russia Today et un peu par Internet. Donc il y a ce monopole qui est touché, mais pour l'instant il domine les médias, donc ce qui lui permet de s'en sortir. Mais globalement sur le fond, sur ce qu'il a fait, il est nul en politique étrangère, il est nul en politique économique, il est nul à peu près dans tous les domaines, sauf l'éducation. Très bien. Alors peut-être une dernière question sur la situation française. Il y a un essayiste suisse qui s'appelle Eric Werner qui, il y a quelques années, avait théorisé l'idée que finalement les démocraties de marché, on pourrait dire, pourraient avoir un intérêt à laisser se développer une certaine forme d'incivilité pour finalement avoir une sorte de gendarme supplémentaire qui pousserait la population à se rapprocher d'un État qui est le même qui crée, c'est le pompier pyromane un petit peu, si on veut. On voit maintenant que ça prend des proportions à chaque Saint-Sylvestre, des proportions toujours plus grandes. À quel moment, selon vous, on va atteindre un point de rupture? S'il y a 6 points de rupture, cette année, on a déployé, je crois, 130 000 policiers pour gérer une situation qui n'a même pas été bien gérée. Donc à la fin, on se demande ce qui se passe. Est-ce qu'on est en état d'insurrection? Vous savez, en 1788, lorsqu'il y a les cahiers de doléances sont envoyés aux 4 coins de la France, personne ne s'imagine que l'année suivante, il y aura une révolution, et personne ne s'imagine que 4 ans après, le roi de France sera guillotiné.
Donc donner l'élément déclencheur, c'est assez difficile. Je pense là-dessus, je pense que la pensée de Dominique Venner est assez intéressante justement sur le hasard dans l'histoire, l'imprévu dans l'histoire. Voilà, c'est des choses. Ce qui est clair, c'est que la France suit sa pente en la descendant. Donc, parce que c'est une idéologie totalement absurde, les idéologues qui tiennent la France, en gros depuis les années 60, depuis mai 68, ont pensé qu'ils pourraient à la fois avoir une société multiculturelle, tout en développant une société multisexuelle, et que tout ça allait cohabiter dans le meilleur des mondes. Bon, c'est totalement débile et absurde, les résultats sont là. Vous ne pouvez pas importer massivement des sociétés soit conservatrices, soit carrément sauvages. Hein, aujourd'hui, je pense qu'on assiste beaucoup à des actes de sauvagerie, même plus que des actes, je dirais, liés par exemple à l'islam, etc. Il y a de tout, hein, mais si vous voulez, les gens qui viennent de ces régions-là, lorsqu'ils se comportent comme ça, sont sévèrement réprimés. Nous, ils arrivent dans un monde qui a été gauchisé depuis 50 ans et qui n'est absolument pas capable de résister face à cet excès de sauvagerie. Et donc voilà, on est coincé. Et en plus, à côté de ça, on fait le mariage homosexuel, on va bientôt faire fabriquer des enfants sans papa dans le ventre des mamans. Donc, si vous voulez, que ces populations, donc, de par leur sauvagerie, soit vont mépriser tout simplement ça, soit parce que c'est des populations conservatrices qui viennent de pays musulmans, vont trouver ça abject. Ignoble, satanique, ce que vous voulez, et donc on n'a pas fini d'avoir voilà. On a le modèle que la gauche a voulu imposer à la France, à la fois le multiculturalisme et le multisexualisme, pour faire un néologisme, en fait est voué à l'échec. Et quand est-ce que ça va passer le point de non-retour, je ne peux pas vous le dire, mais si ça continue comme ça, on va y arriver, ça c'est incontestable. Est-ce qu'on n'y est pas déjà arrivé d'ailleurs, le fait qu'en fait il y ait des zones de non-droit, si vous voulez, en Russie, la Russie, pour faire un comparatif, il y a régulièrement des opérations antiterroristes au Daghestan. Aujourd'hui c'est le foyer d'instabilité, c'est le Daghestan. C'est pas un foyer d'indépendance parce qu'il y a encore une fois c'est multi-ethnique, multi-religieux, ce que vous voulez, mais bon il y a des foyers de terrorisme. Toute l'Espagne, il y a des opérations en permanence, mais il n'y a pas de zone de non-droit. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de banlieue en Russie où les pompiers ne vont pas. En France, si. Donc finalement, est-ce que finalement ce point de non-retour, est-ce qu'on n'a pas déjà franchi? Et finalement ces zones vont s'élargir. Il y a également un problème démographique qui est quasiment, enfin qui va être difficilement soluble. C'est qu'on a tendance souvent à voir l'histoire comme des événements clés, mais en fait c'est des processus. Ouais. Voilà, il y a des processus sur le long terme, et c'est vrai que là on est déjà dedans. Et... Si vous voulez, la Révolution française, elle commence avec les Lumières. Oui. C'est le bouquin de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, que j'ai étudié quand j'étais en faculté. Voilà, si tout d'un coup il y a un changement, idéologique. Et puis il y a une situation, il y a une situation qui change. Voilà. Et en France, non seulement en plus on a une bascule idéologique, parce moi je crois qu'il y a ce mouvement d'Extrogir, dont parle Jérôme Bernard, mais à côté de ça il y a un changement démographique. Donc la société française de souche se conservatise, et au même moment en fait il y a un basculement démographique. Donc c'est la nitroglycérine. On voit pas comment ça peut bien finir. Et je pense que justement Emmanuel Macron, en ce cas-là, c'était un peu avec sa tête de premier de la classe. Voilà, c'était un peu celui qui allait nous donner l'espoir que tout pouvait s'arranger, parce qu'en fait, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire c'est toujours ce mythe que tout est économique. Hein, évidemment, on en revient toujours au marxisme, que finalement, si l'argent coule à flot, et grâce à Macron, il va couler à flot, eh bien, en fait, tout ça va se diluer et on va arriver dans le village global. Voilà, qui va se constituer en France. Je suis sceptique.
On vous sent sceptique. Mais du coup, il avait un petit peu... beaucoup de gens attendaient de cette année justement ce basculement à droite, ce retour de la France sur elle-même. Et en fait, finalement, on a été surpris du vote pour Macron. Et en face, il n'y avait rien ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le vote du second tour qui, à mon avis, vaut même pas la peine d'en parler parce que c'était écrit d'avance, hein, c'était écrit depuis 5 ans, que celui qui serait face à Marine Le Pen au deuxième tour l'emporterait. En plus, étant donné le débat qu'elle a fait, c'était évident que non seulement Macron allait gagner, mais qu'en plus ça allait être une raclée, ce qui a été le cas. Donc la séquence qu'il y a eu un petit peu... Mais Macron a fait 24% au premier tour. D'accord. Sarkozy et Hollande font 27 et 28 5 ans avant. Donc, imaginez, il avait le soutien de tous les médias, tous les grands médias français, y compris le Figaro. Le Figaro n'a pas soutenu Fillon, moi je lisais le Figaro à ce moment-là, il a soutenu Macron. Donc c'est un journal de centre-gauche, il faut quand même le rappeler. Il avait le soutien du système judiciaire, le parquet socialiste financier avait été créé en 2013 pour ça. Donc il était dans une situation idéale, il a matraqué par les médias son message, et il n'a fait que 24%. Ce qui est étonnant avec Macron, c'est qu'il a fait 24%. Ce qui est si étonnant, ce que j'avais souligné notamment dans une conférence que j'avais faite en Russie, c'est que je pense qu'il y a 10 ans, allez 10-15 ans, un candidat qui serait arrivé en parlant de pensée printemps, aurait été la risée de la France entière et n'aurait pas dépassé 5%. Aujourd'hui, je pense que c'est lié à la baisse du niveau scolaire, hein, tout simplement. Aujourd'hui, ça peut faire élire. La pensée printemps peut faire élire. Et je pense que là, il y a une bascule quand même intellectuelle, c'est-à-dire que le niveau baisse. Pour parler comme mon ami Yannick Jaffré, le niveau baisse. Et voilà. Donc c'est maintenant si vous voulez. C'est que 24% des Français qui ont voté, sachant qu'il y a une élite économique que je connais, et je comprends leur choix, que j'approuve pas leur choix, mais qui a voté Macron, parce qu'ils étaient choqués par les costumes, beaucoup plus que par le Penelope Gate, par les costumes. On a dit que c'était décisif, c'est les costumes qui ont été décisifs pour François Fillon. J'ai vu dans le domaine des grands chefs d'entreprise, si vous voulez, ils signent tous des chartes d'éthique, on leur offre une bouteille de cognac à $50, il faut qu'ils le déclarent. Et puis François Fillon se fait offrir des costumes par un tailleur, par un espèce de Libanais. Voilà, bon, je pense que c'est là qu'il a vraiment perdu. Mais le fait est que, en dehors de cette minorité un peu d'élite, et puis de Français de l'étranger, dans notre circonscription qui recouvre l'Asie, les Français de l'étranger, qui s'en moquent qu'il y en ait 57% de prélèvement, 50% de PIB et le plus gros taux de prélèvement obligatoire en Europe, puisqu'ils payent leurs impôts, comme moi, dans notre pays d'accueil. Donc ces gens-là votaient Macron. Mais le reste, l'immense majorité, c'est un peu la France, je ne voudrais pas être méchant, mais c'est un peu le produit du système éducatif socialiste de ces 40 dernières années. Voilà. On a abouti à 24% de pensée printemps. C'est triste à faire comme constat, mais moi je suis très anti-France Insoumise, très anti-Mélenchon. Je pense que c'est une espèce de résurgence marxisto-trotskiste, anti-française. Enfin, on voit qu'il a fait élire des gens comme Madame Obono, qui sont ce que peut produire de pire de l'immigration en France chez nous, donc vraiment des gens odieux. Mais malgré tout, il y a une pensée chez Jean-Luc Mélenchon. Un peu le prolétaire de tout pays, unissez-vous. Enfin, il y a quelque chose derrière, il y a une pensée politique, même si elle est rudimentaire, et en tout cas elle n'est pas rudimentaire dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un de brillant. Personne ne peut le nier, voilà. Mais avec la pensée printemps, alors là je pense qu'on a quand même, c'est révélateur d'un affaissement du niveau politique en France. Oui. Mais en fait, c'est toujours le problème du parlementarisme, c'est que ce sont des secteurs d'opinion qui votent. Donc en fait, il y a un secteur de l'opinion qui est comme ça, qui est acculturé. Il a voté là parce qu'il y a eu un produit d'appel. Ouais, c'est ça. Après, on a détruit le produit d'appel Fillon, donc hop, c'était fini. Donc le problème, il est un peu là. Le problème, c'est que c'est aussi un peu humiliant pour nous. C'est-à-dire que la France, même en Russie, on est le pays de la politique. Oui, c'est ça. Dès que deux Français se réunissent, ils finissent tôt ou tard par parler de politique. Donc, et en fait, aujourd'hui, quand on compare le niveau de débat politique en Russie
à la fois à l'intérieur, par exemple, du parti Russie Unie. Hein, il y a différentes, on en a déjà parlé, les partis néo-étatiques, libéraux, conservatistes, socio-conservateurs. Là, il y a un vrai candidat pour le Parti communiste qui a quelque chose à dire. Voilà, il y a un discours nationaliste qui est une par Zhinovski qui est cohérent. Donc finalement, et quand on regarde la pensée printemps, donc là, en fait, c'est la fin du politique. C'est la fin du politique, voilà. C'est vraiment, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais étonné en bien par la nomination de M. Blanquer à l'Éducation nationale. Parce qu'aujourd'hui, apprendre à lire et écrire à la jeunesse française, c'est réactionnaire. C'est réactionnaire. Aujourd'hui, savoir lire et écrire dans le monde de la pensée printemps, c'est quelque chose de réactionnaire. Et voilà, donc c'est ce qui est un peu le paradoxe Macron, c'est Blanquer. Est-ce qu'il va tenir bon? Je lui souhaite. Est-ce qu'il va réussir aussi? Parce que ça, c'est les questions se posent. Alors, on peut peut-être finir sur une note plus optimiste. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, on est condamné en tant que Français à trouver une solution politique, justement, et à réinventer une nouvelle forme politique, comme on a inventé finalement les idées qui nous ont détruites, maintenant trouver les idées qui vont nous reconstruire ou nous ressourcer? Moi, de manière générale, je suis assez optimiste pour la France. Déjà parce que c'est toujours la culture de vie qui l'emporte. Voilà. C'est ceux qui font des enfants. Or, il y a une partie de la France conservatrice qui fait beaucoup d'enfants. Voilà. Elle est minoritaire, mais si vous voulez, s'il n'y avait pas le problème de l'immigration massive, dans 50 ans, ce seront les forces conservatrices, les puissances de vie de notre pays qui domineront de manière démographique. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que la gauche fait rentrer massivement des migrants, en se disant que ces migrants, forcément, vont s'opposer, parce que la gauche ne fait pas d'enfants. C'est une évidence. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent de GPA, de PMA, voilà, bon, ça ne fera pas des familles de cet enfant. Donc, de cette manière-là, je suis assez optimiste. Je pense que s'il n'y avait pas de l'immigration, je dirais même que la France conservatrice est certaine de l'emporter. Pour la raison aussi que la gauche est incapable de produire de doctrine aujourd'hui. Sans doute est-elle au pouvoir depuis trop longtemps. Il y a une domination qui finalement est facile par les médias, et donc elle ne réfléchit plus. Et aujourd'hui, vous voyez le nombre d'ouvrages qui sortent sur le conservatisme. Vous voyez tous les intellectuels de droite française, les intellectuels conservateurs, sont largement au-dessus de leurs opposants. Il n'y a même plus, il y a plus de grands penseurs gauchistes. C'est Raphaël Glucksmann, Bernard-Henri Lévy. Bon, c'est des gens qui font rire tout le monde. Donc voilà. Eux-mêmes ne sont plus dans le gauchisme, mais plutôt dans la défense. Oui. Dans la défense armée même de mai 68 et de leur... Exactement. D'ailleurs, je pense que ça va être. J'espère que ce sera aussi intéressant l'anniversaire de mai 68 que l'anniversaire de la Révolution française, qui avait, on en parlait justement, abouti au défilé de Jean-Paul Goude. Donc, dans le grotesque. Et je pense qu'il y a de grandes chances que le mai 68, les commémorations de mai 68 finissent dans le grotesque, parce que finalement, interdit d'interdire, la libération sexuelle, bon, c'est pas de la politique, voilà, c'est un truc de fils à papa qu'on va chercher au commissariat de police quand il s'est fait arrêter. Voilà, donc ça ne va pas les chercher quand il s'est fait arrêter par la police. Donc ça va être intéressant. Donc de ce point de vue-là, l'inconnu en revanche, c'est effectivement cette invasion migratoire, qui est à mon avis le problème principal, qui pose le problème d'identité, le problème de redéfinir ce que c'est que la laïcité. On ne combat pas une invasion culturelle islamiste par la laïcité, mais par la chrétienté. Voilà. La véritable la seule chance que la France a justement de tenir face à cette invasion migratoire, à cette espèce de destruction culturelle, c'est le christianisme. Et pour ce qui est de la France, le catholicisme. Voilà, ça c'est ma conviction. Et dans ce cadre-là, je pense que l'Église nous donne notamment un cadre doctrinal qui est quand même assez solide, et qui surtout nous permet, même s'il y a des moments, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, on ne tombe jamais dans l'idéologie, toutes ces idéologies totalitaires ont été condamnées, et donc voilà, je pense qu'il faut revenir un peu aux sources, savoir ce que c'est que la France. La France, c'est un pays catholique, qui a été fait par le catholicisme, façonné par le catholicisme, et je pense qu'elle est là la solution. Voilà. Même si je ne suis pas pour faire une théocratie, mais il faut revenir à ce qui a fait notre force. Et notre force, la force de la France, c'est le catholicisme. Voilà, c'est ma conviction. Parfait, merci Monsieur Moreau, à bientôt et bonne année 2018.